Ravi de vous retrouver ce matin pour ce webinaire du commandement de la cyberdéfense organisé par Avisa Partners. Donc ravi de vous retrouver. Bonjour à nos intervenants également. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à un sujet qui est la place des opérations cyber dans les conflits de haute intensité. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que on assiste aujourd'hui à une reconfiguration du monde avec de nouveaux équilibres et pour reprendre les propos du CEMA, à une désinhibition dans l'emploi de l'outil militaire, avec donc en conséquence le besoin pour les forces armées de réfléchir à ces nouveaux types d'affrontements, ces affrontements de haute intensité, avec donc des changements en matière de capacités, puisque ces capacités doivent notamment se déployer dans des opérations dites multidomaines et multichamps. Et c'est donc ce sujet que nous allons voir ce matin avec nos intervenants. Donc, nous aurons 4 intervenants. Tout d'abord, le général Didier Tisser, qui est le commandant de la cyberdéfense, le colonel Bertrand Boyer, chef de la cellule cyber de l'EMAT, le colonel Frédéric Dalorceau, qui nous rejoindra pour la deuxième partie du débat, qui est le chef du pôle stratégie et partenariat du commandement de la cyberdéfense, et enfin Stéphane Taillat, qui est en ligne. Stéphane, je pense, nous entend, et qui est professeur aux écoles de Saint-Cyr-Côte-Quidan, et également chercheur à l'Institut français de géopolitique. Alors, pour commencer, mon général, peut-être je me tourne vers vous avec une question assez générale pour introduire le sujet. Comment peut-on définir la haute intensité? Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver à l'occasion de ces échanges qui sont pour nous très fructueux justement par rapport aux thématiques. Et donc une thématique en effet particulière ce matin sur cette haute intensité. Pour bien comprendre ce concept, je pense qu'il faut revenir au contexte d'aujourd'hui et de l'évolution justement de ce contexte. On voit, comme évoqué par les propos du chef d'état-major des armées, ce côté désinhibition en fait d'un certain nombre d'acteurs. Et en fait, ces acteurs, on voit ces compétiteurs stratégiques. Donc pour ne pas les citer, par exemple justement la Chine, la Russie, mais aussi les Américains, d'autres acteurs aussi. Plutôt puissance régionale, par exemple la Turquie, l'Iran, qui sont dans une phase peut-être un peu plus d'affirmation justement de leur volonté dans cette lutte de pouvoir. Et jusqu'alors, on était plutôt dans une perception de crise à gérer en fait, donc qui restait dans un volume de moyens d'action assez cantonnés. Et c'est là où on a vu justement apparaître un certain nombre de modes d'action, ce qu'on appelle les modes d'action hybrides, qui aujourd'hui sont bien connus dans leurs caractéristiques, qui ne sont pas menés que par des nations ou États puissance régionale, mais aussi stratégiques. C'est d'ailleurs pour ça justement qu'ils utilisent ces modes d'action, parce que bien qu'ils soient sous l'effet de seuil, il n'empêche que derrière, il y a toute cette puissance et cette capacité pour pouvoir justement jouer sur ce fait accompli. Et donc, pendant un certain nombre d'années, on a été un petit peu dans ces gestions de crise et dans ces actions. Et aujourd'hui, on voit justement par rapport aux difficultés d'approvisionnement en matières premières, par rapport à des tensions régionales, de frontières, de bordures, par rapport justement à des moyens nouveaux, comme le cyberespace, le champ informationnel, permettent à un certain nombre de puissances, qu'elles soient donc stratégiques ou régionales, de pouvoir agir, et peut-être même de manière préférentielle aujourd'hui dans ces espaces. Et donc, tout cela a fait monter un petit peu en gamme cette conflictualité, ces manifestations de conflictualité, et donc, ce qui, un temps, avait été un petit peu oublié, ressurgit, et donc, cette perspective, peut-être qu'à un moment, on va devoir monter en gamme, pas seulement dans le cyberespace, mais dans tous les autres champs de conflictualité, et donc arriver à ce niveau de haute intensité. Et en fait, aujourd'hui, justement, le chef d'état-major des armées a pointé que ce principe de paix, crise, guerre n'était plus pertinent, et en particulier dans le cyberespace, on est véritablement dans un triptyque compétition, contestation, affrontement. Et la compétition, c'est considéré comme étant l'état naturel, finalement, de cette lutte d'influence entre les puissances stratégiques territoriales, mais aussi d'autres acteurs, comme par exemple les GAFAM. Les GAFAM, aujourd'hui, sont très puissants et, d'une certaine manière, ils modèlent, ils contribuent à développer le cyberespace dans un certain sens,
et ils peuvent agir, bien évidemment, dessus. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on sent cette montée en gamme. Et aujourd'hui, un des principes, en effet, exposés par le chef d'état-major des armées, c'est il faut qu'on soit en mesure de gagner la guerre avant la guerre, justement dans cette phase de compétition. Il faut être très présent, il faut même justement être capable de pouvoir répondre à une contestation à un certain moment dans un espace donné, mais il faut être aussi capable, s'il le fallait, de monter en gamme et donc de se retrouver dans cette haute intensité qui peut se manifester dans divers espaces de conflictualité et peut-être justement dans la totalité des espaces de conflictualité. Et donc, ce qui m'intéresse ce matin, justement, dans le cyberespace, et donc comment est-ce que ça va se manifester dans le cyberespace, qu'est-ce que ça veut dire. On était plutôt sur des actions peut-être plus ciblées, plus ponctuelles, en réaction ou pour assurer une supériorité opérationnelle sur les théâtres d'opération. Donc là, voilà, justement, ce matin, on va discuter un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette haute intensité? Il faut s'y préparer, c'est incontournable. On n'est pas seulement dans la gestion de crise, il faut préparer cette haute intensité. Donc avec des conséquences pour toutes les capacités de cyberdéfense et sur toutes les phases, c'est-à-dire à la fois sur la planification, la préparation, la conduite aussi, j'imagine, puisqu'il faut synchroniser les effets. Donc c'est tous ces points que nous verrons effectivement. Voilà, et en effet, il ne s'agit pas simplement de se dire, voilà, on monte en gamme, on tourne en fait un bouton pour pouvoir monter en gamme. Derrière, des opérations de cyberdéfense, elles se planifient, elles se conçoivent, il faut des structures de commandement, il faut des structures de coordination par rapport aux autres acteurs opérationnels, le centre de planification des opérations, bien évidemment. Et donc, tout ça, il faut qu'on se projette, qu'on regarde finalement derrière quelles sont les capacités en matière de commandement et de contrôle dont nous avons besoin, quelles sont les ressources humaines dont nous avons besoin, et aussi toute cette coordination, cette intégration, justement cette intégration des moyens, des effets dans une manœuvre globale pour pouvoir faire face à cette justement haute intensité. Alors avant de rentrer et de revenir sur ces différents points, je propose qu'on se dirige vers Stéphane, qu'on se retourne vers Stéphane qui est en ligne, peut-être pour un point sur le contexte géostratégique, c'est-à-dire en gros, là on a parlé de la haute intensité, mais quels sont les symptômes de ce nouveau contexte? On a parlé du retour des États-puissance, d'une course à l'armement, enfin voilà, quels sont les principaux symptômes que vous voyez aujourd'hui? Oui, bonjour à tous, merci pour ces questions. Alors, je pense qu'on est dans un moment de transition, effectivement, comme l'a dit le général Tisser, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus totalement dans ce nouveau monde où la haute intensité, c'est l'horizon incontournable. C'est-à-dire que la haute intensité s'inscrit effectivement, non seulement, bien sûr, peut-être, dans ce consensus qui se construit aujourd'hui autour de l'idée qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent se réaffirmer ou s'affirmer en tant que puissance à l'échelle globale ou régionale, mais aussi finalement sur un changement de mode d'action qui se construit sur tout un spectre et qui pose un problème justement en termes de seuil. Le général Tisser l'évoquait tout de suite, parce qu'il y a des seuils classiques, historiquement, la guerre et la paix. Il y a des seuils qui ont été un tout petit peu retravaillés dans les 50 ou 60 dernières années, comme celui des conflits armés, qui est un tout petit peu différent. Et puis, il y a aussi le seuil du recours à la force. Or, on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus du tout de franchissement assumé ou déclaré ou clair de ces seuils. Donc, c'est comme si ces seuils, d'une certaine manière, n'existaient pas. C'est comme si ces acteurs, en quelque sorte, manipulaient les représentations juridiques, politiques, psychologiques, que sais-je, ou organisationnelles qu'on pouvait avoir de ces seuils. Donc ça, c'est un premier élément. Je pense qu'on est vraiment dans ce moment de transition où la notion de haute intensité, qui se traduirait évidemment par une plus forte intensité capacitaire, mais surtout par une plus forte intensité politique, c'est-à-dire des enjeux très forts, cette notion, c'est vraiment une notion qu'on a du mal à placer justement sous ce spectre. On aurait tendance à la mettre tout en haut, mais en réalité, probablement qu'elle peut surgir soit sous la forme d'événements assez brefs, localisés, mais qui nécessiteraient effectivement d'être présents, soit sous la forme d'engagements de plus longue durée, sous forme de guerres beaucoup plus proches de ce qu'on appelait autrefois les guerres majeures. Mais on voit que c'est sous la forme de surprise stratégique, en tout cas, ça peut survenir à tout endroit de ce spectre. Et je termine sur cette question de seuil avant de passer au point suivant. Le problème d'avoir ce brouillage, ce flou sur les seuils, c'est que la plupart des États, et notamment des puissances, et notamment occidentales, ont construit leur grammaire stratégique, non seulement durant la guerre froide, mais aussi après, sur justement le fait que ces seuils servaient, quand ils étaient franchis, à la grammaire classique de la dissuasion ou de la coercition, soit en menaçant de franchir un seuil, soit en menaçant un adversaire s'il le franchissait. Or, on voit qu'évidemment, si on joue sur ces représentations, si on manipule un peu toutes ces perceptions, ça devient plus compliqué. Alors, à cela se rajoute
un deuxième élément qui est très important, qui est un processus qu'on peut dater, disons, de la fin des années 70-80, qui est la transformation du les transformations du champ de bataille. Il y a trois dynamiques qui aujourd'hui se retrouvent combinées, si vous voulez. Il y a une augmentation de la létalité. Il y a une augmentation il y a une plus grande précision, et puis il y a des capacités de frappe dans la profondeur qui non seulement sont beaucoup plus diffusées, disséminées, mais aussi beaucoup plus problématiques parce que c'est plus simplement de la frappe dans la profondeur cinétique, si je puis dire, hein, les missiles, je sais pas, intercontinentaux pour parler du haut du spectre, mais ça va être éventuellement la frappe dans la profondeur non cinétique ou informationnelle. Ça pose un certain nombre de problèmes du niveau tactique, par exemple sur la dispersion et la concentration. Ça pose des problèmes aussi, pourquoi pas, de niveau opératif et stratégique, avec ce qu'on appelle les stratégies de déni d'accès, qui montrent qu'il y a des espaces de supériorité opérationnelle qui aujourd'hui sont contestés, notamment maritimes ou aériens, mais aussi évidemment informationnels ou cyber au sens strict du terme. Donc ça, ces mutations-là rentrent en pleine confrontation, si je puis dire, en pleine collision avec la manière dont les forces armées se sont transformées ces 30 dernières années, où on a cherché essentiellement à travailler sur des forces expéditionnaires, professionnalisées, numérisées, c'est-à-dire profitant surtout des opportunités de la numérisation, mais peut-être en étant moins attentives aux vulnérabilités ou à la dépendance que ça crée, ou en tout cas à toutes les implications que ça pouvait avoir. Et donc, on voit bien que dans la perspective d'affrontement de haute intensité, qui soit très localisé dans le temps et dans l'espace, ou qui soit sur des scénarios plus proches de ce qu'on pourrait appeler les guerres majeures, on va se retrouver coincé parce que probablement que la question de la masse va revenir, et on voit que ça devient un impératif pour le SEMA notamment. Probablement que la guerre d'attrition sera plus probable que les schémas sur lesquels on travaille, c'est-à-dire les schémas de la guerre de manœuvre, hein, sur lesquels on s'est construit depuis 30 ou 40 ans. Et donc voilà, ça pose effectivement toutes ces séries de questions-là. Et puis je vais terminer sur le dernier point, le cyberespace, puisque évidemment c'est le sujet de ce séminaire. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on est là aussi dans un temps de transition. C'est-à-dire que, effectivement, ça a été, vous l'avez dit tout à l'heure, mon général, le cyberespace, c'est un moyen de compétition parmi d'autres. Et dans ce cadre-là, c'est un moyen de compétition qui est plutôt sous le seuil. C'est-à-dire qui participe à cette conflictualité ou en tout cas à ces actions de zone grise qu'on évoquait tout à l'heure. Et à ce titre, l'idée, c'est à la fois de contourner des blocages stratégiques. Hein, on utilise le cyberespace pour contourner un certain nombre de blocages stratégiques, produire des effets malgré tout, et en même temps maintenir un certain niveau d'intensité ou de conflictualité très bas. Donc on reste dans un schéma de gestion. Le problème, c'est que il y a un certain nombre d'ambiguïtés qui sont nécessaires pour fonctionner comme ça. Et l'ambiguïté, ça crée de l'imprévisibilité. Et l'imprévisibilité, ça peut conduire à des mauvaises perceptions, des mauvais calculs. Et à cela vient se rajouter une deuxième dimension, c'est que le cyberespace, c'est pas simplement un moyen de compétition parmi d'autres. En réalité, c'est devenu un théâtre de contestation, voire même d'affrontement, avec ses propres logiques. Alors, non seulement il y a les enjeux de sécurité qui lui sont liés, on ne peut pas effectivement ne pas contester le cyberespace à un adversaire, parce que c'est nos infrastructures critiques, c'est toute une série de résilience, de niveau de résilience au niveau de la société, par exemple. Mais en plus, les cyberopérations ont leur propre, nécessité opérationnelle, qui nécessite d'être présent, d'être prépositionné, pourquoi pas, d'essayer d'avoir un minimum de contrôle sur un espace qui est finalement assez fluide. Hein, les échanges sont assez fluides. Et donc l'addition de ces deux éléments, c'est un moyen de compétition parmi d'autres, mais en même temps, c'est devenu un espace de contestation avec ses propres logiques. Eh bien, en réalité, ça vient plutôt contredire la dimension initiale qui était d'avoir un moyen de compétition sous le seuil qui permet de maintenir les niveaux de conflictualité très bas. En réalité, on voit bien qu'on peut avoir des effets qui soient évidemment non voulus, mais on va avoir la dissémination ou la prolifération d'un certain nombre d'outils ou de techniques ou même de tactiques, et on risque d'avoir donc ce qu'on appelle l'inversion de l'escalade, c'est-à-dire soit une crise cyber qui vient aggraver une crise géopolitique, hein, soit inversement, dans le contexte d'une compétition qui deviendrait de la contestation et qui basculerait au bord de l'affrontement, peut-être la tentation de frapper en premier, directement sur un certain nombre de réseaux d'infrastructures critiques. Voilà, donc
je ne peux pas évidemment aller beaucoup plus loin dans le temps qui est imparti, mais vous voyez, il y a toute une série de défis du coup qui se présentent, qui sont à la fois d'ordre stratégique, politique, qui renvoient à nos décideurs, mais qui, au final, reposent aussi finalement sur chacun des individus qui composent les organisations armées, bien entendu, mais pourquoi pas aussi dans certains scénarios de frappe dans la profondeur informationnelle qui composent la société civile. Voilà. Merci à tous pour Merci m'avoir beaucoup. entendu. Si je reprends vos propos, on est plus effectivement sur le cyberespace facteur de conflictualité plus que soupape de sécurité, comme on l'a souvent évoqué par le passé. C'est-à-dire qu'il y a clairement une nouvelle conflictualité, une aggravation de la conflictualité qui a pu se développer du fait de cette compétition dans l'espace numérique. Voilà, disons que les deux se contredisent. Le fait que c'était un moyen de compétition parmi d'autres pour gérer justement la conflictualité a entraîné de fait des logiques qui, elles, contredisent ce phénomène-là. En tout cas, probablement peuvent le contredire. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'équilibre qui est en train de se créer? Je fais référence notamment aux discussions qu'ont pu avoir les présidents russes et américains il y a quelques semaines, où on a quand même l'impression que finalement, dans une sorte de symétrie aujourd'hui sur ces différents sujets, les États ont tous finalement à perdre d'un affrontement, donc avec une sorte d'équilibre, de nouvel équilibre de la terreur qui est peut-être en train de s'installer. Qu'en pensez-vous? Oui, alors c'est correct qu'effectivement il y a une forme d'apprentissage qui est en train de se faire, mais probablement d'ailleurs l'analogie historique avec la guerre froide est bonne, c'est-à-dire qu'initialement on n'a pas conçu l'arme nucléaire comme une arme de dissuasion, ça n'est devenu que parce que justement il y a eu cet apprentissage. La seule différence ici, c'est le nombre d'acteurs et l'hétérogénéité des acteurs qui interviennent, que ce soit au niveau stratégique ou même sur le plan tactique, dans ce type d'opération. Et notamment, je pense que la grande différence entre le nucléaire et les cyberopérations, c'est que dans le nucléaire, il y a une très forte centralisation, on va dire, des décisions d'engagement, on va dire ça comme ça, avec des chaînes de commandement qui sont très strictes vers l'exécution, notamment pour toutes les puissances nucléaires, il y a ce modèle, alors qu'ici, les cyberopérations vont reposer sur de la délégation à des organisations. Alors ça peut être des schémas qui sont très bien construits, comme les schémas en France autour du ComCyber, par exemple, ou en tout cas d'organisations d'État, de services de renseignement ou de forces armées, mais qu'en est-il lorsqu'on délègue un certain nombre de cyberopérations à des organisations qui sont, disons, paramilitaires ou en tout cas qui ne sont pas du tout dans la sphère, entièrement intégrées dans la sphère des agences de l'État. Et donc, il y a des potentialités de complexité et donc qui aggravent nécessairement les risques de mauvais calculs et donc, évidemment, d'escalade. Merci Stéphane. Je propose maintenant d'aborder, alors n'hésitez pas à intervenir et à nous couper dès lors que vous souhaiteriez réagir par rapport à ce qui se dirait ici, mais on va maintenant davantage, après avoir vu le contexte avec vous, parler des conséquences pour les forces armées, avec peut-être une première question quand même au préalable, qui est de définir un peu ce que sont les opérations, quel contexte d'opération multimilieu, multichamp. Comment on pourrait définir ce concept qui est un concept au départ OTAN américain, comment on l'intègre aujourd'hui et voilà, comment le définir? Alors, oui, justement, aujourd'hui, il y a des travaux de doctrine qui ont été faits au sein du ministère des Armées pour définir ce concept, en tout cas de définir la compréhension française de ce concept. Et c'est vrai que l'OTAN est une formidable machine justement à réfléchir, à récupérer les bonnes idées des uns et des autres, à structurer tout ça, et puis après aussi à déboucher sur des mécanismes d'interopérabilité, de pouvoir agir en coalition. Et donc aujourd'hui, justement, en France, nous sommes dans la continuité justement de ces réflexions, véritablement sur ce côté intégration. En fait, on n'a pas des milieux qui sont juxtaposés, on a véritablement besoin de les intégrer, et au même titre justement que cette manœuvre interarmée, air-terre-mer, c'est bâti avec le temps et c'est bien fonctionné au travers justement de structures de commandement interarmées, joint justement, enfin qui découlent de ces concepts otaniens. Eh bien, on a donc rajouté ce champ des conflictualités, ce champ du cyberespace. Et aujourd'hui, on travaille pour voir comment intégrer cela, comment synchroniser justement des opérations cyber. Alors, pour la partie défensive, c'est plus simple parce qu'on est véritablement aujourd'hui sur une posture permanente de cyberdéfense. Donc, cette posture, elle s'appuie sur des moyens, justement, sur des capteurs. Elle s'appuie aussi sur des capacités
donc d'action à distance sur nos réseaux, et puis aussi de réaction, d'intervention. Avec nous, en France, on les appelle des groupes d'intervention cyber, mais enfin voilà, c'est des équipes de réponse à incidents informatiques. Et donc tout ça, ça a été constitué, parce que l'objectif derrière, justement, pour faire face à ces attaques, à ces menaces et une élévation du niveau, eh bien, il faut que l'on soit plus robuste, plus fort. Donc, cette posture permanente, elle le permet. Et puis, il faut que les attaquants potentiels, et notamment s'il y a des attaques un peu massives, eh bien, finalement, elles aient un coût supérieur, parce qu'ils vont se heurter à des barrières plus fortes, parce que justement, on aura cette capacité éventuellement de riposte, donc qui aujourd'hui nous est ouverte par la loi, au travers de la programmation militaire. Donc, on va pouvoir remonter les sources d'attaque, on va pouvoir caractériser, des efforts sont faits sur la caractérisation pour pouvoir remonter, et grâce à des moyens offensifs, donc pouvoir faire stopper ces attaques et faire en sorte, voilà, on diminue, enfin, on augmente le coût d'entrée, et le gain, évidemment, on essaie de le faire diminuer, parce que finalement, l'attaquant, derrière, nos postures, une défense en profondeur, fait qu'il ne va pas d'un seul coup pouvoir avoir accès, s'il réussissait à passer nos barrières, au bijou de la couronne, si je me permets cette expression, et à nos données les plus sensibles, ou nos systèmes les plus essentiels. Donc vraiment, on travaille dessus. Donc une doctrine interarmée pour définir cela, avec donc ce concept clé de l'intégration, que l'on retrouve aussi dans le concept d'emploi des forces, justement sur l'intégration des moyens. Et donc aujourd'hui, on travaille justement sur les modalités de mise en œuvre de cette intégration, ce qui n'est pas évident, parce que déjà, il faut pouvoir représenter cet espace multimilieu, multichamp, ce qui n'est pas évident, hein. C'est vrai que traditionnellement, les militaires, ce sont des cartes, en fait, pour justement avoir cette géographie très concrète, et on sait les difficultés que l'on a aujourd'hui de représenter le cyberespace dans l'ensemble de ses couches. Donc, on a besoin de travailler dessus pour pouvoir avoir cette vision. Mais véritablement, aujourd'hui, c'est un concept qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est que il faut, réussir à un moment donné avoir la liberté de manœuvre que l'on souhaite par rapport à l'état final qui est recherché. On ne peut pas avoir de suprématie, notamment dans ces nouveaux espaces, qui sont en effet défiés, challengés en bon français par d'autres acteurs. Donc, il faut penser, comme par exemple pour la sécurité aérienne, il y avait ce concept de suprématie aérienne, c'est-à-dire, et on l'a vu justement dans le domaine expéditionnaire ou gestion de crise, où on pouvait, dans le cadre d'une coalition, avoir cette suprématie aérienne, par exemple, de l'espace. Aujourd'hui, on voit justement que la montée en gamme des moyens de défense solaire, en fait, intégrés, ces refus d'accès, justement, dénier les accès, tous ces concepts, c'est pas évident. Donc, il faut réussir à un moment donné ouvrir justement les espaces pour pouvoir agir. Et c'est un peu ça aussi dans le cyberespace. On sait que c'est complexe, qu'il évolue énormément, en fait, à une rapidité très, très, très forte. Et donc, il faut intégrer ces éléments-là pour se dire, à un moment donné, il faut que je réussisse, en combinant des actions dans l'ensemble de ces milieux, de ces champs, à m'ouvrir un passage pour pouvoir justement mener un certain nombre d'opérations en fonction de l'état final recherché militaire, qui s'inscrit bien évidemment dans un état final recherché plus politique. Alors, l'intégration des effets et des capacités dont vous parlez se heurte quand même à un certain nombre de spécificités ensuite du cyberespace. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il y a une temporalité différente. Il y a un certain nombre d'aspects quand même assez spécifiques qui font que cette intégration n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Bertrand, si vous voulez bien, peut-être sur ce point-là. Oui, je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur deux petits points qui ont été évoqués par Stéphane Taillard. Je crois que la question du seuil, elle est effectivement essentielle dans le débat qu'on a ce matin, et ça souligne la difficulté qu'on a à placer la haute intensité. Donc, il y a plusieurs travaux, plusieurs réflexions qui ont été conduites. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a deux formes majeures de haute intensité qui nous concernent. Il y en a une qu'on pourrait appeler haute intensité politique, dans laquelle les enjeux vitaux de la nation sont menacés. Et là, effectivement, va se poser naturellement la question de l'articulation entre le combat conventionnel et la dissuasion nucléaire. Je pense que la haute intensité qui nous intéresse en premier lieu pour parler de l'intégration des moyens cyber, c'est cette autre forme de haute intensité qu'on pourrait qualifier de capacitaire, c'est-à-dire des conflits potentiellement limités,
c'est indépendant du niveau de violence, hein, mais c'est des conflits qui seraient régionaux, limités, dans lesquels on n'a pas nécessairement des intérêts vitaux en jeu, mais pour lesquels on va mobiliser l'ensemble de nos moyens, en appui de partenaires, probablement, enfin très certainement d'ailleurs, on peut citer, c'est l'exemple typiquement de conflits type au Karabakh qui peuvent nous impliquer. Je lisais ce matin en revenant les conséquences des tensions à Taïwan, de ce type de bascule stratégique et qui ont été bien soulignés par Stéphane Taillard. Et donc les caractéristiques en fait qu'il faut qu'on retienne, à mon sens, pour ces conflits-là, c'est ces 3 points essentiels qu'il faut qu'on se réapproprie en termes de manœuvre. C'est d'abord la masse, ça a été évoqué. La masse, c'est quelque chose qu'on a oublié. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, regardez Opération Market Garden ou des films dans cet ordre d'idée. C'est 35 000 hommes, Market Garden. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'officiers qui aient planifié le déploiement de 35 000 hommes sur une opération contre un ennemi asymétrique qui tient le terrain. La masse engagée, pour nous, c'est déjà un challenge intellectuel pour lequel il faut se repréparer. Une division autant, hein, c'est sur le terrain, c'est près de 8000 véhicules qui vont se déplacer, qui vont se ravitailler, ils vont s'interfacer, y compris leur réseau, avec la population, avec le terrain. C'est entre 25 et 30 000 hommes à nourrir, à soutenir. Et donc, vous voyez qu'il y a toute cette chaîne aujourd'hui qu'on a rendue par les choix de modèles et par les choix de la menace qui nous ont imposé, qu'on a un petit peu perdu de vue. La masse, c'est donc le premier aspect. Le deuxième aspect qu'il va falloir intégrer dans notre réflexion, c'est la dimension, ou les dimensions. Les dimensions, qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est d'abord des dimensions physiques de l'engagement. Alors, on va m'opposer, oui, mais la BSS, c'est grand, etc. C'est pas tout à fait ce que je voulais souligner. La dimension physique de l'engagement, de la zone d'engagement, de la zone de responsabilité. Vous avez en haute intensité, des unités qui vont être engagées sur 400 km de profondeur et 150-200 km de largeur pour les unités terrestres. Ça suppose derrière, pour les unités de la Marine nationale et de l'armée de l'air, des segments d'engagement beaucoup plus importants qu'aujourd'hui pour appuyer ces manœuvres-là. Cette dimension physique, évidemment, en matière de cyber, elle va avoir des conséquences immédiates sur les réseaux, la manière dont on va communiquer, la manière dont on va devoir protéger nos réseaux. Et si on se place du côté de l'adversaire, évidemment, des vulnérabilités qui sont associées. L'autre dimension qu'il va falloir bien intégrer, c'est la dimension temporelle. Nos engagements, en tout cas les engagements, les phases de combat seront probablement plus longues et plus dures. Avec, Stéphane Taillard l'a souligné, le retour de l'attrition et de la létalité. Ça veut dire que nos systèmes, et quand je dis système, j'inclus évidemment les combattants dans le terme, c'est pas du tout réduit à l'aspect technique, nos systèmes doivent être capables de durer. Et cet aspect-là, ça va générer en matière de cyber des conséquences très directes, des conséquences liées à la redondance de certains systèmes, des conséquences liées à la préservation des données, à la qualification et à la protection de ces données-là. Et enfin, le troisième point qui caractérise pour moi la haute intensité sur laquelle on doit réfléchir aujourd'hui, c'est un conflit qui va mobiliser ce qu'on va appeler mobiliser l'ensemble de la nation, en tout cas mobiliser l'arrière, si tant est que c'est encore un sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nos populations seront d'une manière ou d'une autre, et y compris le modèle économique, enfin le monde économique, impliqué directement dans ces conflits-là. Impliqué directement parce qu'il va falloir soutenir dans la durée, une fois de plus, donc c'est le lien avec la temporalité, soutenir ce conflit-là. Et donc, des chaînes industrielles qui aujourd'hui travaillent essentiellement en flux, qui devront réapprendre à travailler en stock. Donc voilà, c'est pour moi les 3 grands enjeux de la haute intensité. Ces 3 grands enjeux-là de la haute intensité, il va falloir les coupler, ou en tout cas les mettre en miroir des caractéristiques du combat numérique, ou en tout cas tel qu'on le découvre petit à petit depuis quelques années.
Et ces caractéristiques, c'est d'abord des temporalités différentes par rapport aux opérations, ça on pourra y revenir, donc des difficultés dans la planification. Des difficultés également liées au fait de la non-reproductibilité de certaines opérations. Une fois qu'on a conduit une action offensive, elle n'est pas réplicable dans la majorité des cas. Et enfin, on ne maîtrise pas l'ensemble des effets, en particulier des effets de bord qui peuvent être induits par un certain nombre d'opérations. Et donc, à partir du moment où on ne maîtrise pas l'ensemble des effets, c'est extrêmement compliqué de rentrer dans une logique, dans une construction d'intégration des effets qui est essentielle pour la haute intensité. J'ai beaucoup parlé. J'ai posé. Réagir. Non, mais tout à fait. Non, je pense que ces notions sont importantes à bien préciser parce que haute intensité peut avoir plusieurs interprétations. Donc, à un moment, on peut avoir une intensité très forte, très localisée. Ou bien cette haute intensité, ça peut être plutôt dans sa largeur, dans le périmètre, et pas forcément en fait et largeur profondeur. Et on est un peu dans ces notions en effet de guerre globale, guerre totale. Et souvent, moi, je fais référence en fait à cette vision systémique un petit peu là développée par John Warden en fait sur représenté en matière de système avec donc les forces armées bien évidemment qui traditionnellement sont là justement pour la protection pour l'action militaire bien évidemment, mais aussi les populations civiles, les infrastructures, tout ce qui est flux et entités qui permettent justement la vie de l'ensemble de l'économie d'ailleurs, et puis cet échelon de décision en fait de commandement central, et donc Warden précisait que plutôt que de s'attaquer en fait ou que les forces armées combattent, eh bien peut-être on pouvait directement atteindre le centre de gravité qui pouvait être donc l'échelon de décision ou bien des infrastructures pour bloquer, paralyser finalement et éviter un combat avec une létalité importante. Et souvent dans ce que l'on dit, c'est que dans le domaine du cyberespace, en fait, on peut choisir d'attaquer l'ensemble des cercles en fait, et la population doublement à la fois à titre individuel et de se servir de la population comme un levier vers justement le politique. On imagine aujourd'hui, par exemple, si Internet tombait, quelle serait la réaction finalement des Français et comment ils se retourneraient vers le gouvernement en fait. Donc ça peut créer des difficultés. Donc vraiment bien identifier les diverses modalités de ce que peut être la haute intensité me paraissent importantes, et ces notions en effet très spécifiques, hein, et donc pour reprendre ce que disait le colonel Boyer, une arme cyber, elle est conçue justement, en tout cas en France, elle est conçue de manière très spécifique, sur mesure, justement pour atteindre un effet et éviter ces effets de bord. Donc c'est quelque chose de très, très essentiel, et c'est vrai que la question se pose, c'est si justement on monte en gamme, est-ce qu'on va réutiliser les mêmes armes au risque qu'elles soient moins efficaces, au risque de provoquer une prolifération? Est-ce qu'on s'autorise à avoir des armes peut-être moins précises, mais des effets de bord plus importants parce qu'on sent que nos intérêts vitaux fondamentaux sont mis en jeu? Et aussi cette notion qui a été évoquée et qui est très pertinente, sur un moment ou un autre, si cette intensité devient tellement essentielle, tellement forte, on est vraiment dans les intérêts vitaux. Et là, en effet, on quitte ce champ finalement cyber ou traditionnel, et là c'est la dissuasion nucléaire en France, et donc ces questions de est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'éléments de dissuasion au travers des capacités cyber, au travers des actions que l'on peut mener, ou pas du tout en fait. Stéphane, vous souhaitiez intervenir? Oui, juste pour compléter et préciser, d'abord, oui, je réagis rapidement là sur la question du nucléaire. C'est la montée dans le nucléaire, ça pose aussi, il y a bien sûr une dimension cyber aussi, mais ça va sans le dire, dans la mesure où effectivement il faudra s'assurer de la sécurisation, du commandement et du contrôle. Et on voit que c'est des enjeux, en tout cas, qui commencent à être débattus. Non, en fait, surtout, je voulais revenir pour compléter ce qu'a dit très justement le colonel Boyer sur la notion de dimension. C'est que probablement que, étant donné l'absence de masse, la notion de dimension que vous avez évoquée peut avoir une conséquence en termes de lieu, j'allais dire, d'affrontement. On peut imaginer une plus grande urbanisation, effectivement, des combats, non pas pour des raisons démographiques, qui seraient que tout simplement la population urbaine a augmenté tellement vite ces dernières décennies que nécessairement la guerre aurait lieu en ville, mais pour des raisons en réalité liées aux effectifs qui font que, comme vous dites, on peut avoir des zones avec des dimensions de profondeur
très importantes comme au Sahel, mais si jamais il y a des centres urbains, probablement que les armées s'y retrouveraient, ou en tout cas les groupes armés s'y retrouveraient pour s'affronter, et s'affronteraient même avec des affrontements très micro-localisés. Donc ça crée aussi toute une série de problèmes. Et notamment, je pense qu'il y a une dimension qui est liée à notre question sur le cyberespace, qui est la dimension informationnelle, mais qui reflète l'intégrale, à mon avis, une dimension structurelle de ces affrontements urbains. C'est que d'un côté, donc, ils sont très localisés, donc il y aurait une action informationnelle ou cyber locale, mais il y aurait aussi peut-être probablement, même très sûrement d'ailleurs, à prendre en compte le fait que ce sont des affrontements qui vont être aussi globalisés d'une certaine manière. Parce qu'ils sont médiatisés, bien sûr, mais ça, c'est pas nouveau, mais surtout aussi parce que vous avez la nécessité peut-être je sais pas, d'agir sur les opinions publiques. Par exemple, on l'a vu pendant le siège de Mossoul, il y a eu toute une série de manœuvres informationnelles légitimes, j'entends, mais pour essayer de justifier le fait qu'il y aurait des opérations en ville, et que les opérations en ville, ça fait des dégâts collatéraux, au moins matériels, si ce n'est humain. Et donc, comment faire pour justifier? Donc voilà, je pense que ça aussi, c'est une dimension importante qu'on voit déjà, mais qui risquerait de se retrouver plus importante dans les affrontements de haute intensité, la dimension urbaine. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. Mais il y a donc en effet un point, et les questions en ligne justement l'attestent, c'est là vraiment la totalité de ce qui peut être fait dans le cyberespace, dans l'ensemble des domaines de lutte informatique, et notamment en effet la ministre des Armées et le chef d'état-major des Armées hier ont parlé publiquement donc de cette doctrine de lutte informatique d'influence, donc doctrine interarmée qui a été validée et définie et rendue publique, parce que justement on le voit bien. Derrière ces attaques informationnelles, ça a lieu pour déstabiliser justement les populations, les armées, essayer d'atteindre la légitimité, essayer au travers de fake news justement de fragiliser, de mettre en perspective par rapport aux populations les forces légitimement déployées. Et donc en fait dans le cyberespace, moi je vois vraiment, outre la conflictualité propre en interne du cyberespace, le cyberespace comme étant un amplificateur justement au service des autres conflictualités dans les autres espaces traditionnels, mais aussi en soutien d'une conflictualité plus politique. Et l'objectif, c'est vraiment celui-ci, quoi. Et ça permet de compenser justement peut-être des difficultés de masse, justement. Cette amplification peut, à un moment donné, dans un espace-temps donné, en fait, on est dans la multiplication finalement des moyens, en fait, qui fait que peut-être peu de moyens, mais bien utilisés, avec à la fois combiné de la lutte informatique offensive, de la lutte informatique d'influence, eh bien, vont finalement grossir. Et on est dans ces principes classiques, justement, en fait, de la guerre, de la concentration des efforts pour pouvoir justement économiser les moyens, et avec justement cette notion de surprise, en fait, de réactivité. Et c'est un petit peu ça la difficulté aujourd'hui, justement, pour être capable de produire des effets de haute intensité, eh bien, c'est mobiliser l'ensemble des ressources, les coordonner, et justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, réussir à aller au-delà de cette difficulté et la temporalité différente des divers segments. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à le faire, parce que quand on regarde l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, ce sont des vecteurs vitesse très différents. Et on arrive justement à les combiner. Un avion va plus vite qu'un bateau, qui va plus vite ou moins vite qu'un char, ça dépend comment on fait. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment des temporalités différentes. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui est le point de succès, c'est de réussir à combiner ces temporalités différentes pour pouvoir monter en gamme dessus. Et après, on l'évoque un petit peu aussi, c'est aussi des questions justement sur la dissuasion, elles sont vraiment très, très intéressantes. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, même si les moyens en France sont développés, on a de très belles capacités défensives, offensives, et donc là, on l'a évoqué aussi en matière d'influence numérique, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas suffisantes, bien évidemment, pour pouvoir se substituer d'une manière ou d'une autre à la dissuasion. Mais en revanche, et là c'est important aussi, elles peuvent contribuer à consolider justement nos capacités de dissuasion, et notamment, en effet, comme Stéphane Taillat l'évoquait, dans le processus de commandement et de contrôle de cette capacité qui doit pouvoir fonctionner en tout lieu, en tout temps, quel que soit le contexte. Je lisais à propos de l'intégration des effets des capacités cyber dans ces opérations, je lisais une note du Centre d'excellence de l'OTAN qui parlait de 3 conditions pour intégrer finalement ces capacités. Il parlait de la création d'un réseau d'objets connectés militaires avec un C2 utilisant beaucoup d'intelligence artificielle. Il parlait également de création d'unités multidomaines pour coordonner
donc il y a un aspect organisationnel aussi qui est important. Et puis enfin, il parlait d'une forme de subsidiarité, d'une doctrine qui favorise finalement une exécution décentralisée, puisque il y a à la fois besoin de très tactique et puis également de très stratégique. Et donc voilà, quelles conséquences au plan organisationnel ou au plan capacitaire de ce besoin d'intégration? Quelles sont Alors, ce sont des pistes, en effet, qui sont intéressantes. Hein. Il faut qu'on les appréhende. Après, on sent bien qu'il faut en effet de la subsidiarité, il faut délocaliser pour pouvoir avoir cette compréhension par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Mais dans le cyberespace, on a ce tassement des notions de tactique, opératif et stratégique. Et donc, c'est très important, c'est de réussir à avoir cette vision de bout en bout, qui est essentielle, cette vision globale, pour s'assurer qu'une action qui est menée quelque part n'a pas des effets de bord sur d'autres choses. Donc ces pistes sont intéressantes, mais on est dans un monde idéal, on pourrait dire, voilà, on met tout le monde dans le même open space, et puis comme ça permettra de bien travailler, mais à un moment ou à un autre, il y a quand même des secteurs d'activité, des expertises, et il faut que ces expertises puissent monter en gamme, et il ne faut pas que sur l'autel de la combinaison des effets, en fait, on perde un petit peu chaque spécificité de chaque effet, et il faut que ces effets puissent aller à plein, en fait, et au maximum. Mais justement, c'est après la combinaison de cela qui peut obtenir un effet plus important que la succession de cela. Donc aujourd'hui, on y travaille. Il n'y a pas encore véritablement d'organisation qui a été définie. On est sur ces principes de il faut une vision de bout en bout globale. Il faut laisser en effet les acteurs pouvoir agir, créer notamment aussi de l'innovation tactique en fait ou technique. C'est quelque chose qui est très important et souvent c'est au sein des unités que cette innovation se crée. Et donc bien travailler sur les interfaces, les interfaces et la compréhension des métiers. Et on est aussi aujourd'hui beaucoup sur des officiers insérés justement en fait dans des états-majors peut-être interarmées, intermilieux, interdomaines et de façon à les puiser dans les expertises métiers associées à chacun des domaines pour pouvoir justement avoir une manœuvre globale et coordonner cette manœuvre, mais laisser en effet à chaque domaine, à chaque contrôleur opérationnel d'effet dans un milieu la manœuvre, en fait, la liberté de cette manœuvre. Ouais, je pourrais réagir au propos du général Tisser. C'est effectivement, là clairement, on est dans les travaux qui sont conduits au sein des différents états-majors d'armée d'ailleurs, sur ces questions d'intégration des effets. On l'a déjà un petit peu évoqué. Il y a, à mon sens, il y a deux niveaux à distinguer. Là, il y a un aspect conception. Donc, au sein de nos états-majors, comment concevoir et comprendre les effets potentiels de ces opérations-là, offensives ou d'influence, comme on vient de l'évoquer. Pour cette conception, il y a des mécanismes effectivement d'officiers de liaison qui commencent à être expérimentés, qui sont intégrés plus ou moins. Moi, je retiens surtout deux mots dans cette période-là, dans les périodes qu'on traverse, c'est expérimentation et innovation. Il faut se laisser le temps de l'expérimentation et de l'innovation de manière à trouver la réponse la plus adaptée, en tout cas la moins mauvaise à la situation qu'on aura à gérer. Le deuxième segment sur lequel on travaille, c'est les modalités d'exécution, c'est-à-dire la production de ces effets-là. Et là, effectivement, comme le disait le général Tisser, on est dans des segments d'expertise qui se nourrissent finalement de leur domaine de compétences et de leur domaine d'application. Un cybercombattant en charge de la lutte informatique défensive, il n'a pas nécessairement le même background ou la même formation que quelqu'un qui va travailler dans le champ informationnel, pour être un petit peu caricatural. Donc ces segments-là d'exécution, ils doivent être identifiés, valorisés et probablement conservés dans une forme d'autonomie, d'expertise qu'il conviendra d'intégrer aux opérations. Pour ce qui concerne l'armée de terre, dans la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de terre qui a été portée l'année dernière et dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui et qui est totalement en ligne avec celle du chef d'état-major des armées,
on a un certain nombre de travaux qui portent sur ce qu'on appelle les effets dans les champs immatériels. Et pour nous, cette notion-là, elle se matérialise en premier lieu dans la zone d'affrontement par une convergence entre des métiers historiques que nous pratiquions, tels que la guerre électronique, par exemple, ou les opérations d'influence classiques, hein, les opérations psychologiques qui sont conduites par l'OTAN et par les armées françaises depuis plusieurs années maintenant, auxquelles on cherche à rajouter le volet informationnel, ou en tout cas le volet cyber au sens large. Quand je dis cyber au sens large, j'inclus bien évidemment les aspects défensifs. Donc ces travaux-là, ils sont en cours, on est dans une phase, je dirais, un petit peu d'effervescence intellectuelle sur ces questions. On fait beaucoup de comparaisons avec les modèles étrangers, si tant est qu'on puisse y avoir accès. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, on n'a pas forcément la même appréhension des choses et la même organisation. Et je crois qu'il y a une vraie spécificité française, en tout cas, qui est en train de naître progressivement sur ces questions et qui est assez originale dans la mise en œuvre. Donc je pense qu'on arrivera progressivement à trouver un bon modèle d'organisation, en tout cas en termes de conception, assez rapidement. Et sur les modalités d'exécution, un petit peu comme l'armée de l'air à sa naissance, je crois qu'on va encore tâtonner, expérimenter, et puis c'est plutôt stimulant, je pense, comme période. Donc voilà ce que je voulais en dire. Et peut-être un mot aussi sur l'importance encore accrue de la lutte informatique défensive dans ce nouveau contexte, puisque finalement cette profondeur et l'importance des systèmes d'information finalement sur le champ de bataille de demain fait que ça ouvre de nouvelles vulnérabilités qui peuvent être exploitées, et donc avec sans doute des besoins de lead encore plus importants. Je m'excuse, je réagis à une question qui me tient à cœur, sur laquelle qui porte sur les conséquences sur une attaque sur une mairie. Le commentaire, c'est bien visible, mais impact quasi nul. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le général peut le confirmer. Oui, alors, effectivement, la paralysie d'un hôpital, ça se voit, et tout de suite l'arrêt des soins, etc. Je pense que la mairie, qui est la première ligne de front du système administratif français, c'est loin d'être anodin. La mairie, c'est là où on vient enregistrer les naissances. C'est l'état civil, par exemple, c'est le cadastre. C'est les écoles, effectivement, c'est les crèches, les transports. Il y a quand même un certain nombre de... J'ai eu la chance d'avoir le témoignage d'un maire d'une petite commune de 10 000 habitants qui a été victime d'un ransomware l'année dernière. Lorsqu'il racontait son calvaire, hein, parce que c'est un calvaire, quasiment un an après, la mairie n'est toujours pas à 100% fonctionnelle. Voilà, je pense que les effets, pour eux, sont extrêmement visibles. Il ne faut pas le négliger. On est peut-être plus dans l'hôpital, évidemment, sur le côté émotionnel. Ouais. Donc, on en parle tout de suite. Ouais. Même l'impact est en effet aussi fort, mais peut-être que celui sur une mairie est plus dilué, en fait, et peut-être plus structurel, et finalement peut-être plus fort sur le long terme, mais la visibilité n'est pas la même. Donc, tout dépend, en effet, de la stratégie d'action de l'attaquant. Est-ce qu'il veut faire, et souvent c'est le cas justement à travers des ransomware, un gain rapide et jouer sur l'émotion justement, sur l'urgence de résoudre la situation, donc de payer éventuellement une rançon, ou bien est-ce qu'il va jouer justement plutôt sur, parce qu'en plus une mairie, elle n'est pas supposée payer une rançon plus, hein, c'est représentant quand même institutionnel, et le principe c'est de ne pas payer de rançon. Mais c'est vrai que ce sont des difficultés que l'on doit intégrer par rapport à ce nouvel espace, finalement, quelles sont les stratégies, les tactiques, est-ce que certains se permettent, d'autres non, qui est très important. Et aussi dans le fil des questions, il y avait une question sur les frontières et de dire aujourd'hui comment entre les frontières civiles, militaires, comment est-ce qu'on peut distinguer les uns et les autres. Et alors il y a une image qui est très intéressante. Alors malheureusement, je ne sais plus qui m'en avait parlé, donc je suis désolé de ne pas pouvoir les citer, mais il disait que c'est comme si c'était la Coupe du Monde de football, mais en fait tous les matchs ont lieu sur le même terrain en même temps et personne n'a
de maillots caractéristiques et le public est présent aussi sur le terrain. Donc, vous voyez un peu la complexité et c'est ça aujourd'hui, la conflictualité, les luttes d'influence dans le cyberespace, c'est tout le monde sur le même terrain et là, il ne faut pas prendre de but, en fait. Et les buts, évidemment, il y en a plusieurs parce qu'il y a des intérêts vitaux, stratégiques importants et voilà, d'où justement l'importance de ce processus de ciblage. Et dans le monde militaire, on est très, très attentif à ce processus de ciblage pour bien identifier justement les cibles, comment atteindre ces cibles, les effets de bord et l'objectif, c'est de trouver les armes qui nous permettent justement de réduire au strict minimum les effets de bord, de respecter le droit des conflits armés. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui, en apparence, en effet, pourrait limiter notre action, en effet, mais qui fondamentalement, finalement, assoit notre force républicaine, on va dire, de se refuser d'une guerre justement tout azimut totale. Et cette expression, Dieu reconnaîtra les siens. Donc voilà, je rebondis sur la question sur la mairie pour revenir à ma question initiale, n'est-ce pas Bertrand? Non, sur les mairies, quel est le rôle aujourd'hui, demain, des forces armées au nom de la posture permanente de sécurité sur ce type de sujet d'attaque? Alors c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée parce que on communique de plus en plus sur les capacités défensives du ministère des Armées, sur ces postures justement permanentes de cyberdéfense, et montée en gamme, défense en profondeur, en fait, algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le ministère des Armées, ses capacités, elles sont d'abord pour protéger ses propres capacités. Alors, c'est pas un choix égoïste, bien évidemment, mais c'est parce que les capacités du ministère des Armées, les systèmes d'armes numérisés, tout ce que l'on fait, c'est justement pour la résilience de la nation, c'est pour la défense de la nation, la protection des Français. Et donc, il faut qu'on ait des moyens forts, résilients. Donc, d'abord, on s'assure que nos moyens, justement, ont cette résilience. Et après, se pose la question, en effet, d'utiliser ces moyens en renfort ou en complément des moyens de sécurité, finalement, en fait. Et là, on est plutôt cette complémentarité, ministère de l'Intérieur, donc qui est cette protection des populations sur le territoire national des infrastructures, et derrière, justement, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et puis après, on a une spécificité, ministère des Armées, avec donc par rapport à la menace justement de nature étatique qui pourrait aller à l'encontre de nos systèmes militaires pour empêcher qu'ils fonctionnent en utilisant ces vulnérabilités numériques. Eh bien voilà, il faut qu'on puisse réagir. Mais le principe, évidemment, c'est d'avoir une défense globale, interministérielle, qui intègre l'ensemble des moyens, mais on a besoin là aussi de structuration, de définir des priorités, et au même titre qu'en effet les opérations Sentinelle en soutien des forces de sécurité intérieure, eh bien, on peut concevoir en effet d'utiliser des moyens défensifs du ministère des Armées, mais en soutien et en renfort des capacités qui existent déjà par ailleurs. Il ne faut pas les oublier, celles-ci, elles sont fortes. L'ANSSI monte en gamme, ils sont très pointus, très, très experts. Certes, ils sont plutôt focalisés sur les OIV, mais on a aussi d'autres dispositifs comme le GIP ACIMA avec cybermalveillance, et puis un certain nombre de relais aussi, toutes ces infrastructures certes qui sont régionaux ou thématiques, en fait, métiers qui se mettent en gamme, avec derrière l'ANSSI justement qui travaille énormément dessus, en fait. Donc, c'est vrai que le réflexe, c'est de se dire, les militaires devraient défendre les entreprises. Oui, mais non. En fait, voilà, il y a d'autres entités qui sont là, parce que si on défend les entreprises, peut-être que nos moyens ne seront pas disponibles justement pour ces conflits d'autres intensités à un moment ou à un autre, où on va être directement ciblé dans nos capacités militaires en propre. Oui, donc, avant de parler de LIO, de L2I, sur la LID, donc clairement, la première conséquence, c'est qu'il faut renforcer aujourd'hui nos capacités de LID pour faire face à ce défi de la haute intensité, parce qu'on sait qu'il y aura des vulnérabilités supplémentaires. Oui, c'est ça. En effet, dans toute la chaîne, finalement. On aura des attaques potentiellement massives et qui ne seront peut-être pas forcément justement bien ciselées pour ne cibler que des objectifs militaires. Donc, il faut qu'on soit capable de faire la discrimination, de caractériser ces attaques, d'y faire face, donc augmenter en robustesse, et pas seulement une défense périphérique, périmétrique, mais bien une défense en profondeur, avec plusieurs lignes, et puis ces mécanismes aussi d'avoir des zones un petit peu leurres pour attirer des attaquants, pour que voilà, certaines attaques s'épuisent, n'aient pas d'effet, un petit peu de l'eau dans du sable, voilà, ça se dilue, ça n'a pas d'effet, pour protéger vraiment nos moyens. Donc un effort très important, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser à l'offensif, c'est ce qui est le plus intéressant, mais le défensif l'est tout autant, si c'est davantage, puisqu'il faut être capable de résister à tous les types d'attaques et protéger toutes les vulnérabilités. Oui, je crois qu'il y a, dans la réflexion sur la haute intensité, il y a deux écueils qu'il
faut éviter, c'est effectivement de penser exclusivement au niveau stratégique, dans des grandes frappes, etc., et d'oublier finalement que de grandes frappes stratégiques, profondeur, offensive. Et le deuxième écueil, c'est d'oublier la défense. Si on veut être capable de mobiliser l'ensemble de la nation dans ce type de conflit, si on veut être capable de durer, si on veut être capable d'être résilient et en tout cas de remplir pleinement notre mission de défense des intérêts de la nation, le premier socle qu'il faut consolider, c'est effectivement ce socle défensif. Et défensif, ça ne veut pas dire passif, comme l'a dit le général. Il y a toute une série de manœuvres qu'on peut construire, qu'on peut penser pour favoriser cette défense, en tout cas pour la rendre beaucoup plus agressive si le besoin s'en fait sentir. Alors justement, on est aussi dans ces esprits de red teaming, en fait. On se met à la place de l'autre, on va essayer d'anticiper, on travaille beaucoup avec les services de renseignement pour essayer de comprendre les potentiels agresseurs, quelle est leur stratégie, quel est l'état final recherché, en fait. Est-ce que c'est déstabiliser tout azimut? Est-ce que c'est au contraire pointer et atteindre spécifiquement des capacités? Donc voilà, tout ce côté red teaming est très, très, très intéressant aujourd'hui pour tester nos défenses et se mettre vraiment dans l'état d'esprit des autres par rapport à la manière dont ces adversaires potentiels peuvent le réfléchir, en fait, et parfois on est un peu surpris finalement parce qu'on a tendance à réfléchir en occidental par rapport à nos codes de valeurs, par rapport à nos modes d'action, et en fait les stratégies de l'adversaire peuvent être complètement différentes et nous surprendre. Alors pour faire le lien entre le défensif et l'offensif, je propose de parler aussi quelques minutes de la convergence cyber et guerre électronique. C'est un sujet déjà ancien dont on parle beaucoup. Il y a quand même des exemples aujourd'hui d'opérations qui ont été menées, notamment en Ukraine, qui ont bien montré qu'il était indispensable de coordonner et que ça pouvait être très efficace de combiner ces deux capacités. Concrètement, comment on fait aujourd'hui et quelle convergence voyez-vous entre ces deux capacités? Il faut vraiment travailler dessus, mais je vais laisser en effet Colonel Boyer un peu détailler parce qu'en effet, c'est un domaine qu'il a pas mal étudié, mais dans le principe, on voit bien que c'est très lié en fait. On est dans ce champ électromagnétique, numérique, parce qu'en effet, aujourd'hui, la guerre électronique est très numérisée en fait, mais tout est information. Donc après, c'est une question simplement quel est le support de cette information et au travers des ondes, c'est la même chose que des câbles finalement. Donc on peut voir que des mécanismes à la fois offensifs et défensifs, finalement, se rejoignent. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est l'état d'esprit, en fait, de la guerre électronique, justement, qui est assez proche de celui des opérations cyber. Et donc, ce lien apparaît naturel, en sachant que, malgré tout, la guerre électronique a tendance plutôt à être d'un niveau tactique, alors que le cyber était plutôt des niveaux stratégiques. Et donc, c'est là où il faut réussir à relier ces deux mondes. Et à coordonner tout cela. Donc, on y travaille beaucoup, mais je vais laisser le Colonel Boyer un petit peu détailler parce que aujourd'hui, une des difficultés aussi, c'est qu'il y a tellement de domaines sur lesquels il faut avancer, sur lesquels il faut réfléchir, que parfois c'est difficile et on n'a pas, même si on a évidemment une mobilisation de moyens, des intelligences pour réfléchir à tous ces domaines, parfois on n'a pas la capacité à aller aussi vite que l'on souhaiterait dans ce domaine-là. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet d'abord qui n'est pas neuf. Qui est en gestation depuis plusieurs années, enfin plus qu'en gestation d'ailleurs, mais l'intérêt du rapprochement entre le cyber et la guerre électronique, c'est de profiter de la bulle radio, c'est-à-dire la guerre électronique, c'est essentiellement la connaissance du monde télécom, du monde du spectre électromagnétique. Comme l'a dit le général, aujourd'hui, la plupart des flux sont numérisés, donc on voit déjà un glissement vers la numérisation, et on va faire converger ce monde des télécoms avec le monde de l'informatique. On a aujourd'hui des systèmes qui sont quasiment hybrides, avec des radios en particulier qui mélangent les deux domaines. Et donc, progressivement, on a, par le biais du matériel, finalement, par le biais capacitaire, une bascule. L'autre intérêt et l'autre, je dirais, point positif de cette bascule, c'est effectivement
ce qu'évoquait le général, c'est le même esprit, l'esprit de chasse qui est lié à la compréhension d'un domaine technique et à l'action, finalement, sur un domaine technique et via un domaine technique. Donc, pour nous, cette convergence, elle est essentielle au niveau tactique parce que nos unités, je parle pour les unités de l'armée de terre en tout cas, je pense que c'est assez transposable dans les autres domaines, mais nos unités sont les unités qui maillent finalement le terrain. Et ce maillage interconnecté dans la bulle radio nous permet d'avoir un accès à l'adversaire potentiellement plus simple qu'à distance via uniquement des moyens cyber. Donc finalement, c'est profiter de ce maillage comme un vecteur qui permettrait de déposer des charges ou de conduire des opérations sur le système adverse. Alors, je voudrais sortir du scénario de Tom Clancy pour revenir un petit peu à la réalité. Il faut quand même, à un moment, peser le rapport coût-efficacité. Alors, dans ce type d'opération, on évoque souvent l'exemple du leurrage de radars de défense antiaérienne, etc., qui est pas simplement alors pour le coup, c'est pas simplement un scénario de science-fiction, mais c'est un peu l'image aussi de l'affaire Stuxnet. À un moment, il faut quand même poser, et c'est quelque chose qui est fait en planification, poser sur la table le rapport entre le coût escompté de l'opération et son efficacité. Et finalement, en haute intensité, je ne suis pas persuadé que, sauf dans les cas de déni d'accès, on ne choisisse pas la facilité et on ne choisisse pas plutôt la GBU, donc la bombe de 250 kg, plutôt que l'attaque cyberélectronique. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est-à-dire que ce n'est pas des moyens qui vont se substituer à d'autres, mais c'est bien une palette supplémentaire qu'il va falloir proposer aux décideurs militaires et politiques avec la facture, entre guillemets, qui va derrière. C'est ça, on est vraiment dans ce continuum où on va choisir, ce continuum du traitement de l'information, de l'apport de l'information dans le cadre des opérations, et donc le fait de perturber justement le traitement de l'information, la mise à disposition de l'information, confidentialité, intégrité, disponibilité, en fait, c'est vraiment dans ce champ, en fait, et on voit bien qu'il faut la palette complète, il ne faut pas un moyen unique qui fasse tout. Et c'est vrai que dans un monde idéal, on se dit, avec le cyber, on sait tout faire, on sait faire le tir d'artillerie cyber à distance, on sait faire des choses très concrètement sur place, et c'est discret, et c'est efficace, si ça a été suffisamment anticipé, le tempo est adapté. Ça, c'est une vision en effet idéale qu'on ne pourra pas se permettre, en particulier si c'est la haute intensité, où là, il faudra peut-être plus rustique, mais dans le bon sens du terme, plus pragmatique. Et là, ce qui se fait en guerre électronique aujourd'hui peut être suffisant. C'est peut-être moins discret en effet, peut-être qu'il y a des effets de bord, mais si l'objectif opérationnel est atteint, à moindre coût, c'est tant mieux, en fait. Et donc, il faut se préserver ces capacités-là, c'est important. Il y a potentiellement un segment qui reste à développer et qui repose aussi sur les capacités de guerre électronique et / cyber, c'est notre capacité à leurrer, à leurrer de façon sur l'ensemble du spectre des capteurs adverses. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille également et pour lequel il faut qu'on avance assez rapidement. Oui, en considérant que dans des opérations de haute intensité, ce qu'on n'avait pas aujourd'hui sur des opérations comme PSS, on aura des stratégies de déni d'accès de la part de l'adversaire qui exigeront du coup des capacités effectivement plus offensives pour leurrer. Oui, donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on est finalement habitué à opérer dans des zones où, même si elles sont contestées, ce qui peut arriver, assez rapidement, on peut avoir la supériorité. Et je pense que dans le cadre de la haute intensité, c'est bien vers ça qu'il faut qu'on converge, c'est-à-dire avoir conscience du fait que ces dénis d'accès seraient plus théoriques, mais seraient effectifs et dureraient. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse, en particulier en termes de capacité, pour contourner ces modalités-là. Peut-être un point sur les règles d'engagement, le général en parlait, mais donc vous en parlez aussi, il y a des sujets d'effet de bord
qui peuvent se produire. Autant sur tout ce qui est guerre électronique, on a une notion de rayon d'effet qui peut s'appliquer, mais dès qu'on bascule dans le monde numérique, informatique, eh bien, cette notion de rayon d'effet disparaît. Du coup, ça complexifie beaucoup, évidemment, le sujet du contrôle des effets. Comment est-ce traité aujourd'hui dans les règles d'engagement? Je ne sais pas qui veut répondre, Frédéric ou... Je peux essayer de répondre. De nous rejoindre autour du plateau. Bonjour à tous, je vais essayer de succéder au général Tisser. Les règles d'engagement, évidemment, c'est au cœur de la logique opérationnelle des armées. Le chef d'état-major des armées l'a rappelé hier dans la communication publique de lutte informatique d'influence. Effectivement, les règles d'engagement, elles permettent effectivement d'atteindre l'efficience des armées. Elles permettent une certaine subsidiarité, on en a parlé, qui est assez importante en termes de réactivité. Elle permet également la protection du cybercombattant, donc c'est vraiment clé dans chacune des opérations. C'est un volet légal qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc ces règles d'engagement, elles sont indispensables à tout engagement et donc un engagement dans le milieu numérique. Effectivement, et le général Tisser l'a rappelé, la France a choisi d'intervenir dans le cyberespace en préservant évidemment nos valeurs et dans le respect du droit. Ça sous-entend que ces règles d'engagement, elles doivent permettre de rester dans ce cadre qui est essentiel, et comme l'a rappelé la ministre hier, qui est le cadre qui constitue notre cyber. Donc effectivement, dans le développement, non seulement des développements capacitaires, mais également de ces règles d'engagement, il y a le respect de ce qu'on appelle les dommages collatéraux, qui doivent être respectés comme dans toutes les autres composantes aériennes, terrestres, marines et cyber. Donc vraiment, le respect, l'étude et le respect de ces dommages collatéraux est vraiment essentiel. Et je dirais que le monde cyber, qui est un espace de conflictualité nouveau, nous oblige, je dirais, à avoir cette prudence, car effectivement, on ne maîtrise pas tous les aspects de cette étendue des effets cyber qui pourraient s'étendre, comme on l'a vu, à d'autres domaines, en particulier publics. Donc, règles d'engagement sont essentielles pour le respect du cybercombattant, pour l'efficience des opérations, mais également dans la maîtrise des dommages collatéraux. Est-ce que ces règles d'engagement, sur des opérations comme Stuxnet, ou même ce qui s'est peut-être pu se passer en Syrie en 2007 avec l'opération Encarde, on voit bien qu'il y a eu parfois, notamment sur Stuxnet, des effets de bord, c'est-à-dire qu'il y a eu une prolifération, il y a eu donc des side effects qui n'ont pas pu être évités. Est-ce que les règles d'engagement aujourd'hui nous permettraient de monter ce type d'opération, ou est-ce qu'au contraire on serait dans une telle zone d'incertitude finalement on dirait non, désolé, on ne peut pas, la certitude est trop forte. C'est difficile de faire une analyse a posteriori, mais... Ouais, ce type d'analyse est rendu complexe par le cadre d'engagement. Si on parle de Stuxnet ou d'autres cas emblématiques, il n'y en a pas des masses d'ailleurs, hein, il y en a quelques-uns. On est donc quand même, en tout cas c'est ma perception, dans des actions clandestines en appui d'une stratégie politique, etc. Je crois que ce n'est pas tout à fait, même pas du tout, le cadre d'action dans lequel les forces armées évoluent. Juste pour compléter ce que tu disais, effectivement, les règles d'engagement, elles encadrent au même titre que les autres activités militaires l'activité du combattant. Je crois que la protection du combattant, c'est quelque chose d'essentiel dans notre dispositif, puisque il s'agit d'agir dans le respect du droit, et donc à la fois pour l'exécutant comme pour le donneur d'ordre, être cadré dans ce domaine-là, c'est essentiel. Je voulais juste quand même rappeler que la France aujourd'hui, c'est le seul pays à avoir publiquement mis en œuvre une politique et un document stratégique sur sa position, sur la position du cyber dans le cadre des conflits armés. On pourra parler du manuel de Tallinn ou des choses comme ça, mais en tout cas, la France, en matière étatique, est le seul pays à l'avoir en tout cas verbalisé de cette manière, et ça a été rappelé encore effectivement hier par la ministre des Armées et par le chef d'état-major des armées.
notre segment d'engagement, c'est d'abord et avant tout, on parle du cyber en haute intensité, le cyber tel que le pratique le ministère des Armées, c'est avant tout en appui des opérations. Et donc ça s'inscrit dans les mêmes processus de contrôle, d'évaluation et d'encadrement que ces opérations-là. Pour revenir à votre question, je ne suis pas certain voilà, que le contexte d'engagement fera la différence. Enfin, c'est ça qui va vraiment shaper, en bon français, ciseler les propositions de mode d'action qu'on fournira. Maintenant, les effets de bord, là on est sur des opérations dites de LIO, on a les mêmes lorsqu'on va parler de lutte informatique d'influence. Là, à un moment où on communique dans la sphère publique, il y a des effets de bord. Ces effets de bord, ils sont, dans la mesure du possible, anticipés en planification. Et ça donne lieu aux arbitrages et aux décisions. Je relève juste hier quand même dans les discours, en particulier du chef d'état-major des armées, qui a quand même souligné le fait que pour ce type d'engagement, il va falloir élever notre niveau de prise de risque, y compris dans le cadre du risque informationnel ou réputationnel. Donc ça, c'est quand même des notions qui nous permettent de concevoir un certain nombre d'actions dans une sphère contrôlée. Alors peut-être après les règles d'engagement, on peut parler de recrutement quelques instants. Quelles sont les conséquences pour vous de cette haute intensité, de cette montée en puissance en termes de recrutement? Nouveau profil, c'est une question de masse, j'imagine, mais pas uniquement. Exactement. Donc, effectivement, Bertrand a rappelé le phénomène de masse qu'il ne faut pas exclure de la cyber. Effectivement, ça n'a pas exactement les mêmes impacts que pour les autres composantes. En revanche, il y a effectivement un phénomène de masse, la capacité à multiplier les effets, à multiplier les actions sur une surface numérique de plus en plus élargie. Donc ça, effectivement, ça a un impact. Ça a été souligné par la ministre une nouvelle fois hier, et c'est de toute façon inscrit dans la LPM. Le but, c'est vraiment d'atteindre 5000 cybercombattants au sein du ministère des Armées. Donc ça, c'est un but. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a tous les sièges, eh bien, il faut mettre quelqu'un dessus, et c'est là que les problèmes commencent. Effectivement, c'est un milieu qui est extrêmement partagé avec le monde civil, le monde institutionnel, le monde du ministère des Armées. Donc effectivement, il y a une compétition RH internationale sur ces spécialistes. En revanche, le spectre de ressources humaines recherchées n'est pas uniquement technicien. On a beaucoup évoqué aujourd'hui la lutte informatique d'influence. Effectivement, le spectre des ressources humaines recherchées est pratiquement complet dans le milieu du marketing, dans le milieu technologique, évidemment, dans le milieu sociologique, dans le milieu des langues rares. En fait, il y a tout un spectre complet qu'il faut recruter au sein du ministère des Armées, et c'est un de nos défis majeurs dans le développement capacitaire. Effectivement, le développement capacitaire, il faut l'entendre de manière complète, c'est-à-dire pas uniquement technologique. Et dans les armées, je dirais que la clé, c'est vraiment la RH, y compris la ressource humaine, y compris dans le cyberespace, qui est un milieu qui est créé par l'homme, pour l'homme, dans lequel les acteurs sont vraiment très important. Donc, on pourra en reparler peut-être un petit peu plus tard sur toutes ces problématiques de recrutement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est au cœur des armées et donc au cœur de la cyberdéfense, et que les profils recherchés sont multiples et que ça va être un défi, je dirais, de long terme. Avec peut-être des carrières qui sont des carrières avec des allers-retours entre le monde civil et le monde militaire, dans les deux sens d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut développer, c'est pas naturel, effectivement. Nous avons de plus en plus, effectivement, de carrières courtes, d'éléments contractualisés dans les armées, mais il y a aussi un intérêt, effectivement, à maîtriser l'ensemble de l'écosystème cyber, que ce soit dans le monde civil, dans le monde institutionnel, en particulier avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce sont vraiment des profils, je dirais, où c'est une carrière qui peut être gagnant-gagnant en évoluant d'une sphère à une autre. Juste pour compléter sur cet aspect RH et le lien entre effectivement les métiers
lié à la défense et le secteur civil, il y a un aspect extrêmement important qui contribue à ces passerelles, et en tout cas à cette augmentation des compétences de part et d'autre, c'est la réserve. Oui. Aujourd'hui, l'engagement dans la réserve est quelque chose qui nous permet de recevoir des compétences extérieures sans toutefois avoir à les développer depuis l'origine dans notre propre système. Et on ne sait pas nécessairement développer un certain nombre de compétences aujourd'hui. Et donc cet aspect dialogue public-privé, ou en tout cas ministère des Armées et monde civil via l'engagement dans la réserve, c'est quelque chose qui est assez important pour le développement capacitaire dans le domaine. Alors pour rester sur le capacitaire, mais le capacitaire technologique, quelles conséquences là aussi, on a un peu parlé tout à l'heure de la problématique du délit d'accès et donc le besoin de renforcer nos capacités d'attaque électronique aéroportée. Il y a une note de l'IFRI d'ailleurs on mentionnera toutes les notes qu'on cite à la fin du webinaire, mais il y a une note de l'IFRI qui cite ce besoin. Donc ouais, vous qui êtes dans l'armée de l'air, est-ce que ce sont des capacités, j'imagine, auxquelles vous êtes particulièrement sensibles, et il y a aujourd'hui des travaux, des progrès, des capacités qui sont en cours de développement là-dessus? Alors, effectivement, il y a plusieurs volets de développement capacitaire technique. Je voudrais juste revenir sur un premier point. Effectivement, c'est la capacité de résilience des armées. Donc, effectivement, dès qu'on parle capacité technologique, on s'oriente naturellement vers la lutte informatique offensive. En revanche, je voudrais quand même repréciser que la pierre angulaire de la cyberdéfense, ça reste que malgré tout la défense. Donc, je dirais que la clé capacitaire, c'est vraiment la capacité de la France à développer des systèmes, que ce soit des systèmes d'information, des systèmes d'armes, même des systèmes technologiques qui nativement incorporent des solutions de sécurité qui sont très importantes. C'est vraiment un défi au sein du ministère des Armées, et je pense que c'est un défi plus large. Donc, premièrement, ce continuum, je dirais, sécurité-défense, qui d'un point de vue technologique est très facteur actuellement. C'est la raison pour laquelle le ministère des Armées a développé des conventions avec des industriels pour que dès le départ, ce continuum sécurité défense soit pris en compte nativement. Effectivement, la surface numérique du ministère des Armées ne cesse de croître. On l'a vu même au niveau du fantassin, il y a effectivement une surface numérique non négligeable qu'il faut préserver. Donc, d'un point de vue capacitaire, plutôt technologique, je dirais, ramener le point focal, le centre de gravité vers cette capacité de sécurité et de défense de l'ensemble de nos systèmes sur une surface qui grandit énormément. Autre point particulier qui est lié à la défense, c'est le chiffre. Donc la cryptographie, qui est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à développer. On entend parler effectivement d'intelligence artificielle, on entend parler de capacité quantique, etc. Toutes les implications sur le chiffre, ça va être vraiment facteur au-delà de la capacité que l'on aurait à porter l'action par un vecteur quel qu'il soit. Je pense que c'est vraiment les développements capacitaires majeurs qui touchent directement à la résilience. Ensuite, il y a des technologies, je dirais, annexes qui sont plus liées au C2, qui sont très transverses, comme les technologies de cloud, qui vont permettre effectivement de développer tous ces systèmes de commandement et de contrôle qui sont multimilieux, multichamps, etc. Cette accessibilité facilitée au travers de ces technologies, il va falloir l'étudier sous le prisme également de la lutte informatique défensive. Élargissement, une fois de plus, de la surface numérique, qu'est-ce que cela engendre, etc. Donc, ce n'est pas le côté, je dirais, le plus attractif de la cyberdéfense, mais d'un point de vue capacitaire, je pense qu'il faut remettre l'accent là-dessus. Défense, chiffres. En ce qui concerne la lutte informatique offensive et la lutte informatique d'influence, effectivement, il y a des développements capacitaires. Donc, encore une fois, un anglicisme, c'est Bridge the Air Gap. Comment apporter effectivement le code, la bombe vers l'endroit où on veut produire l'effet. Je dirais que c'est une problématique d'intégration multidomaine qui est finalement relativement connue, c'est-à-dire qu'on peut mettre une bombe sur un avion pour aller détruire un char ennemi. On peut mettre un code sur un avion, dans un sous-marin, sur un bateau, dans un char, pour aller porter la bombe numérique chez l'ennemi. Effectivement, il y a beaucoup de développement en cours. On a parlé tout à l'heure de la fusion un petit peu dans certains domaines entre la guerre électromagnétique et la cyber.
ça rejoint tout ça, mais alors à ce moment-là, je ne suis plus un spécialiste, mais effectivement, ce sont des choses sur lesquelles on réfléchit, en tout cas d'un point de vue doctrinal. Sur lequel on a sans doute pris un peu de retard sur le volet guerre électronique depuis 20-30 ans. Un certain nombre d'observateurs considèrent qu'il a quand même sans doute un peu tardé à revenir à ses capacités ou à remettre ses capacités un peu sur le... Je serais peut-être pas politiquement correct, mais j'aime pas beaucoup quand on parle de retard dans tel ou tel domaine. D'abord parce que ça suppose qu'on se compare à quelqu'un, donc à qui, premier élément. Et ensuite, c'est un choix de modèle d'armée. La France a fait le choix de conserver l'ensemble des capacités. Et en Europe, c'est, à ma connaissance, la seule, d'ailleurs, quasiment. Et donc, la conséquence de ce choix, ça a été d'accepter que certaines de ces capacités ne soient plus qu'échantillonnaires, quasiment. Et l'avantage d'avoir des capacités échantillonnaires, c'est un petit peu comme la soupe lyophilisée, hein, quand il y en a besoin, on remet de l'eau dedans et ça va revenir. Voilà, donc moi, oui, enfin, dire qu'on en retard, pas en retard, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est également valable. En retard par rapport à d'autres qui ont, eux, fait le choix de développer plus massivement ces capacités-là. Donc, moi, je pense qu'on a aujourd'hui un écosystème, je vois dans le fil des questions, on a un écosystème en France en termes de recherche fondamentale, de développement d'innovation, même de tissus de PME ou de grands groupes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir envisager de remonter et de monter rapidement en gamme sur certains segments, chose qui n'est pas nécessairement à la portée de certains de nos compétiteurs. Alors, avant de passer aux questions, je propose peut-être de revenir vers Stéphane qui nous écoute toujours. Votre temps de parole est un peu en retrait pour l'instant de nos autres intervenants, et donc je donne la parole à la Bretagne. Pour dire sur les derniers propos. Très bien, merci beaucoup. Non, c'est très intéressant. C'est vrai que sur ces questions-là, de toute façon, comment dire, ce sont des dimensions évidemment qui sont très très bien maîtrisées par Bertrand Boyer et puis Frédéric Dallorceau. Donc je vais simplement peut-être rajouter 2-3 points avec, j'allais dire juste une mise en perspective. Ce qui est intéressant sur les questions capacitaires, puisqu'en fait la question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va vers des modèles, peut-être pas des modèles différents d'armées, mais en tout cas des armées qui intègrent des façons différentes de penser le commandement et le contrôle, le rapport à la société civile, le rapport à la formation, etc. Mais au-delà de ça, je disais, sur les aspects capacitaires, moi, il y a un point qui me semble important, c'est tout ce qui concerne le défensif en matière de lutte informatique d'influence qui vise les militaires. Je veux dire par là que c'est un sujet qui, je pense, monte aussi. Alors, ça concerne, je pense, toutes les armées et peut-être prioritairement la DRSD, mais pourquoi pas, éventuellement aussi le ComCyber et puis d'autres. Mais c'est l'idée que, voilà, si on veut traiter cette question, il y a une vulnérabilité numérique qui existe peut-être à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau individuel. Dans la mesure où les individus, ce n'est pas simplement des militaires ou des membres du ministère des Armées, c'est aussi des gens qui sont plus ou moins connectés, on va dire ça comme ça, avec d'ailleurs cette hypothèse que même des gens qui seraient assez peu connectés, assez peu présents sur les réseaux sociaux, en réalité resteraient vulnérables, par exemple, à travers leurs proches, à travers leur famille, à travers tout simplement leur appartenance à l'institution qui, elle, est connectée, et donc qui pose la question de savoir s'il n'y a pas un risque accru de ce côté-là d'usurper leur identité. Mais donc ce que je veux dire, c'est que cette vulnérabilité-là, qui est individuelle, pour moi, elle pose 2 questions. La première question, c'est est-ce que ça ne facilite pas finalement les opérations, on va dire, d'espionnage ou d'influence, à la fois à très grande échelle et en même temps ciblée? Donc ça, c'est un premier point. Alors peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais je trouve que c'est une interrogation qu'il faut avoir. Je pense qu'elle existe déjà dans les armées, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Et le deuxième aspect, au niveau de la remédiation ou de la réponse, et ça renvoie aussi dans le fil des questions, j'ai vu plusieurs fois passer le mot de résilience, et effectivement qui me paraît un élément essentiel des stratégies défensives, et évidemment qui n'inclut pas du coup que le ComCyber, mais finalement, est-ce qu'il faut répondre au niveau des organisations? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ce soit les organisations militaires qui dictent un certain nombre de règles, je pense à la remise en
à niveau du guide du bon usage des réseaux sociaux, qui est effectivement quelque chose de tout à fait nécessaire et tout à fait bon. Mais est-ce qu'il ne faut pas passer au-delà et, par exemple, considérer que dans la formation initiale, alors ça dépend si on est militaire du rang, sous-officier, officier, ça dépend de l'armée, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas envisager un moment où, au-delà de la sensibilisation SSI, qui peut-être devient contre-productive à force de répétition, qui manque parfois peut-être un peu de punch, est-ce qu'il ne faut pas envisager carrément une socialisation à ces problèmes? C'est-à-dire la sensibilisation, c'est dire il y a un problème, mais la socialisation, c'est de dire, ben voilà, finalement, vous êtes peut-être le talon d'Achille en tant qu'individu membre de cette institution militaire ou du ministère des Armées. Vous ne croyez pas, parce que beaucoup, je pense, malheureusement, sont comme ça, être une cible de haute valeur, alors que vous l'êtes, de fait. Mais vous êtes aussi le premier échelon de défense et vous pouvez peut-être travailler sur, pas simplement ce que vous dites sur les réseaux sociaux ou ce que vous montrez de vous-même sur les réseaux sociaux, mais gérer aussi cette image que vous allez donner, cette identité numérique que vous allez donner, pourquoi pas avec des tactiques de déception, hein, pourquoi pas. Enfin voilà, sont des pistes. Et moi, ça me paraît intéressant parce que finalement, est-ce que ça rentrerait pas non plus, alors c'est peut-être plus évanescent et moins chiffrable que les capacités technologiques ou que la question de la réserve, mais pour moi, ça me paraît être une question transversale qui pourrait éventuellement être traitée effectivement par les armées. Comment est-ce qu'on introduit ça dans l'institution, sachant que ça ne peut pas être que top-down. Nécessairement, il y a un moment où il faudra traiter ça, il faudra laisser les individus traiter cette question-là eux-mêmes. Enfin voilà, pour l'instant, tout ça, ce sont des questions qui sont en pleine ébauche, hein. C'est pour ça, j'espère que d'autres pourront peut-être préciser ou à l'avenir travailler peut-être plus sérieusement que ce que je viens de dire sur ces questions, mais qui me paraissent essentielles. Voilà. Merci Stéphane. Je propose qu'on parte sur une question d'ailleurs qui est assez liée, qui est la question sur le rôle du ministère dans les opérations de reconstruction cyber. Là, on touche vraiment au sujet de la résilience, comme il le fait déjà dans les opérations plus classiques. Je lis la question. Je ne sais pas si l'un de vous veut dire un mot sur cette question. Je vais peut-être pas répondre directement à la question, mais en tout cas, ça permettra d'ouvrir le débat sur les coopérations. Effectivement, dans tous les autres domaines, la cyber doit bénéficier de coopérations internationales. Effectivement, avec des acteurs qui sont très développés dans le monde de la cyberdéfense pour coopérer au sein d'opérations, mais également avec des partenaires qui seraient peut-être moins développés pour les aider à développer des capacités de cyberdéfense, en particulier des capacités de cyberdéfense défensive. C'est ce que le ministère des Armées fait déjà avec bon nombre de partenaires, qu'ils soient en Afrique ou même en Europe. Le ministère des Armées a effectivement une capacité de cyberdéfense militaire, pour le coup, très développée, qui commence à être assez mature, que ce soit pour ses capacités opérationnelles, mais aussi pour sa gouvernance, qui est vraiment la clé de l'efficience de la cyberdéfense. Donc tout ça, nous le faisons déjà. Coopération vers le haut pour les opérations et coopération vers le bas pour essayer de monter en gamme l'ensemble de nos partenaires, pour avoir une espèce de socle de partenaires les plus solides possibles. Ensuite, on a beaucoup parlé de lutte informatique défensive. Effectivement, à la différence de la sécurité des systèmes d'information, c'est une action qui est très dynamique. Donc, il va évidemment de la recherche de la menace, de la recherche de la faille, l'identification, mais aussi c'est ensuite combler les faiblesses et, je dirais, rendre le système postérieur meilleur qu'il n'était avant l'attaque. Et donc, c'est effectivement des services qui sont proposés à nos partenaires. La France a une capacité quand même relativement bien développée de lutte informatique défensive et qu'il est possible de mettre au service de nos partenaires, donc dans l'esprit d'une reconstruction cyber comme on peut le faire ailleurs. En revanche, il faut bien dissocier différents milieux de l'approche globale. Le développement, je dirais, civil, institutionnel, de gouvernance publique des pays, ce n'est pas du tout le rôle du ministère des Armées. Notre rôle, c'est la coopération militaire, le partenariat militaire en vue de faire des opérations. Donc, une fois de plus, il va falloir se coordonner en bonne intelligence avec des acteurs étatiques du monde institutionnel pour que notre action soit la plus globale et la plus efficace possible. Merci Frédéric. Alors, une question peut-être sur la réserve maintenant. Concernant l'emploi de la réserve, pouvez-vous nous dire si vous avez développé des indicateurs qui montrent l'efficacité de l'intégration des réservistes dans les capacités, ou alors est-on sur une utilisation à la marge non évaluée? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Moi, à titre
À titre personnel, j'ai plusieurs éléments de réponse là-dessus. Des indicateurs qui montrent l'efficacité de l'intégration, je ne suis pas certain qu'on puisse aller jusque-là. Des indicateurs qui montrent l'utilisation, ça, vous pouvez être certain qu'il y en a, ne serait-ce que parce qu'il faut les payer, ces gens-là. Donc, on sait à peu près combien de personnes on utilise et dans quelles conditions. En revanche, moi, j'ai un témoignage. C'est-à-dire que oui, sur l'intérêt, ou en tout cas les capacités, c'est pas du tout une utilisation à la marge. En tout cas, dans le domaine de la cyber, vous avez des gens qui, très concrètement, apportent leur vision de l'entreprise, leur vision, pas simplement technologique, hein, mais également leur vision du traitement des questions techniques. Et oui, c'est un vrai levier des multiplicateurs d'efficacité pour nous. Ça, je pense qu'on peut pas le nier. Je vais répondre à la question sur l'intelligence artificielle pour les langues rares également. Oui, il y a des travaux du CEA, mais pas que d'ailleurs, sur ce sujet-là, l'utilisation de l'IA dans la traduction automatique. C'est pas le seul segment pour lequel on envisage très sérieusement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je mettrais simplement quand même encore un bémol, même si les solutions commencent à être redoutablement efficaces pour certaines langues, on n'enlèvera pas l'humain de la boucle. Et ça, peut-être que mon camarade aviateur pourra également préciser les segments d'utilisation de l'IA, mais il ne faut pas croire que le recours massif à l'intelligence artificielle nous dédouanera de recruter des compétences rares. Et je pense qu'on aura toujours besoin de linguistes, alors peut-être pas dans le même volume, mais il y a quand même un moment où les facteurs sociaux, les facteurs culturels sont essentiels à la compréhension, qu'on agisse d'ailleurs dans la sphère informationnelle ou dans le code. Voilà, typiquement, vous avez des biais dans la manière de coder que je pense aujourd'hui l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de détecter totalement. Et enfin, le dernier point sur lequel l'intelligence artificielle peut nous aider, c'est en matière de cyberdéfense pour accélérer la prise de décision et la réponse automatique à un certain nombre d'incidents ou d'attaques qui seraient détectées. Cette espèce de boucle détection, caractérisation et première mesure passive. Là-dessus, effectivement, il y a aussi des travaux qui sont. Peut-être un dernier mot, Frédéric, un peu un mot de conclusion. En conclusion, bien, je voudrais revenir sur les RH. Effectivement, c'est peut-être l'occasion de dire que la RH, c'est vraiment les ressources humaines, pardon, c'est vraiment la clé de la cyberdéfense. Il nous faut effectivement une masse de ressources humaines, mais également une qualité de ressources humaines. Donc, c'est un défi pour tout le monde, également pour le ministère des Armées. En revanche, effectivement, le ministère des Armées est en mesure de proposer bien des carrières intéressantes, je dirais uniques dans le domaine de la cyberdéfense, puisqu'elles permettent effectivement d'aller vers un environnement des opérations qui est vraiment une spécificité de notre milieu. Donc, c'est vraiment mon dernier message à l'ensemble des auditeurs qui peuvent être ici. Effectivement, la ressource humaine, c'est la clé, mais ça peut être un système gagnant-gagnant avec le monde civil ou le monde institutionnel dans l'échange des ressources humaines. Et ce sera mon mot de conclusion, donc les ressources humaines. Bien, merci beaucoup. Je propose qu'on en reste sur cette note humaine du cyberespace par les hommes, pour les hommes, avec les hommes, ce que vous disiez tout à l'heure. On va passer quelques liens, quelques références pour terminer ce webinaire. Vous allez les voir apparaître à l'écran. Donc, on a utilisé pour préparer cette discussion alors plusieurs notes de l'IFRI, mais dont une qui porte sur les cyberarmes, la lutte informatique offensive dans la manœuvre future, une note de janvier 2021, et puis également une étude du Centre d'excellence de l'OTAN. Et puis également, je ne peux pas m'empêcher de citer un excellent ouvrage écrit par Bertrand Boyer, qui est d'ailleurs été un ouvrage primé au FIC de cette année,
sur les guerres irrégulières dans le cyberespace. Voilà, merci à tous. Merci d'abord à nos intervenants, à Stéphane en Bretagne, à vous ici à Paris. Merci à vous qui avez participé à ce webinaire. On vous donne rendez-vous en décembre normalement pour un séminaire défense et stratégie qui sera cette fois-ci en présentiel. Le sujet n'est pas défini, mais va l'être sans tarder. Et puis également, rendez-vous sur le site de l'Observatoire du monde cybernétique, qui est donc l'observatoire que nous animons pour le compte du commandement de la cyberdéfense et qui est donc public avec un certain nombre de notes et sur lequel vous retrouverez le replay de cette session d'ici quelques heures. Voilà, merci à tous et à bientôt.